Intéressons-nous maintenant à la question du chômage. Commençons par quelques définitions. Un individu peut être employé lorsqu'il travaille à temps plein ou à temps partiel. Un chômeur est quelqu'un qui ne travaille pas, mais qui recherche activement un travail. Un individu est inactif lorsqu'il est ni employé ni au chômage. La population active correspond à la population des travailleurs employés ou en recherche d'emploi. Le taux d'activité est la fraction de la population en âge de travailler qui est active. Et le taux de chômage est la fraction de la population active qui est en recherche d'emploi. Lorsqu'on s'intéresse au marché du travail, on n'attache sans doute pas assez d'importance au taux d'activité, dont je vous rappelle qu'il s'agit de la fraction des personnes en âge de travailler qui sont en situation d'emploi ou de recherche d'emploi. Aux États-Unis, les années 70, 80 et 90 ont été marquées par une forte augmentation du taux d'activité, ce qui s'explique principalement par une augmentation du taux d'activité des femmes. Ce taux d'activité a ensuite stagné avant de diminuer fortement au lendemain de la grande récession de 2008. Le taux d'activité en France est d'à peu près 8% inférieur à celui des États-Unis. Par ailleurs, depuis les années 70, ce taux d'activité est resté à peu près constant. En effet, l'augmentation du taux d'activité des femmes en France a été pratiquement compensée par une diminution de l'âge de la retraite et une augmentation de la durée des études. Une autre statistique intéressante du marché du travail est le nombre d'heures de travail effectuées par un employé dans une année. En France, ce nombre d'heures de travail a diminué de quasiment un tiers en 60 ans, passant de 2300 heures de travail effectuées par an à moins de 1500, alors qu'aux États-Unis, ce nombre d'heures de travail est resté à peu près constant. Venons-en au chômage. On voit d'emblée qu'aux États-Unis, le chômage est d'abord et avant tout un phénomène cyclique. Le taux de chômage peut augmenter fortement durant les crises et les récessions, mais il finit généralement par revenir vers 4 ou 5%. En France, depuis les années 80, le chômage apparaît d'abord et avant tout comme étant un phénomène structurel. Quelles que soient les phases de l'activité économique, le chômage y est très élevé, fluctuant en moyenne autour de 9%. Comment peut-on expliquer l'existence du chômage? Eh bien, pour commencer, il faut toujours avoir à l'esprit que dans un marché du travail parfaitement compétitif, il ne peut pas y avoir de chômage. Si jamais l'offre de travail des ménages est supérieure à la demande de travail d'entreprise, alors le salaire aura tendance à baisser, ce qui va augmenter la demande de travail d'entreprise, diminuer l'offre de travail des ménages, jusqu'à ce qu'un équilibre de plein emploi soit rétabli sur le marché du travail. Cette observation peut paraître triviale, mais elle est en réalité lourde de conséquences. Elle implique, par exemple, que la désindustrialisation ou la concurrence avec la Chine ne peuvent pas expliquer à elles seules l'existence du chômage. Alors, quelles sont les causes du chômage? Eh bien, il y en a plusieurs. La première est l'existence de frictions sur le marché du travail. Chaque travailleur est unique, chaque job est unique, et que par conséquent, le processus d'appariement entre travailleurs et entreprises prend du temps, si bien qu'il y a toujours des chômeurs entre deux jobs sur le marché du travail. Une autre explication est que les salaires sont rigides à la baisse et qu'ils ne s'ajustent pas comme ils le devraient. Nous y reviendrons. Une dernière explication, plus controversée, est la notion de chômage volontaire. Il s'agit de gens qui peuvent être classifiés comme chômeurs, percevant des allocations chômage, mais qui, en réalité, ne recherchent pas véritablement un emploi. En théorie, ils devraient être classifiés comme inactifs. Revenons à cette notion de chômage frictionnel. Elle résulte du fait que le processus d'appariement entre employeurs et employés prend du temps, si bien qu'il y a toujours quelques travailleurs qui sont entre deux jobs. Par conséquent, on considère que le plein emploi, ce n'est pas 0% de chômage, mais c'est plutôt à peu près 5% de chômage. Lorsque le chômage est supérieur à 5%, il est clairement trop élevé. Mais lorsqu'il est inférieur à 5%, il est trop faible. Il n'y a pas suffisamment de réallocation de travailleurs, de vieux emplois peu productifs vers des nouveaux emplois plus productifs. Selon cette vision des choses, un chômeur est utile à la société. Il permet aux entrepreneurs avec de nouvelles idées de recruter la force de travail dont ils ont besoin pour faire de leur projet une réalité. Une autre explication du chômage est que les salaires sont trop élevés. Mais pourquoi ne s'ajuste-t-il pas à la baisse? Eh bien, cela peut être une conséquence de la législation sur le salaire minimum.
Dans un marché du travail compétitif, le salaire minimum crée mécaniquement du chômage. Au salaire W étoile, l'offre de travail des ménages est égale à la demande de travail des entreprises, ce qui aboutit au plein emploi. Si le salaire minimum est fixé au-dessus de ce salaire d'équilibre, alors le salaire minimum réduit la demande de travail des entreprises, tandis qu'il augmente l'offre de travail des ménages. L'écart entre les deux correspond au chômage. Dans un marché du travail compétitif, le salaire minimum ne concerne que les travailleurs les moins qualifiés. En effet, les travailleurs plus qualifiés ont de toutes les façons des rémunérations bien supérieures au salaire minimum, si bien qu'ils ne sont pas concernés par cette législation. Le très libéral économiste américain Milton Friedman avait une formule choc pour caractériser l'effet du salaire minimum. Il disait: le salaire minimum est une loi qui dit les entreprises doivent discriminer les travailleurs les moins productifs. En effet, si un travailleur a une productivité horaire de 12 euros et que le coût minimum du travail est de 14 euros par heure, alors ce travailleur se retrouve irrémédiablement exclu du marché du travail par un coût prohibitif de l'emploi payé au salaire minimum. Cette logique est imparable, mais toute la question est de savoir si le marché du travail est véritablement compétitif. Une vision alternative est que le marché du travail est un monopsone. Souvenez-vous, un monopole est un marché avec un seul vendeur. Un monopsone est un marché avec un seul acheteur. On pourrait par exemple penser à une usine dans une petite ville de province qui est le principal employeur. Souvenez-vous, le monopole a tendance à réduire la quantité afin d'augmenter les prix et d'augmenter ses profits. Et bien de la même manière, le monopsone a tendance à réduire l'emploi afin de réduire les salaires et d'augmenter ses profits. Dans ces circonstances, le salaire minimum augmente non seulement le niveau des salaires, mais également le niveau de l'emploi. La théorie du marché du travail parfaitement compétitif prédit qu'une hausse du salaire minimum va augmenter le chômage. La théorie du monopsone prédit exactement le contraire. Alors, quel est l'impact du salaire minimum? Eh bien, c'est une question empirique. Et là, les études sont nombreuses. Elles convergent toutes vers à peu près le même résultat. Aux États-Unis d'Amérique, une hausse du salaire minimum n'augmente pas le chômage. Au contraire, en France, où le salaire minimum est beaucoup plus élevé, une hausse du salaire minimum augmente nettement le niveau du chômage. D'ailleurs, de qui est-ce que le taux de chômage est le plus élevé en France? Eh bien, des jeunes et des travailleurs peu qualifiés, dont on peut penser qu'ils sont les moins productifs et donc les plus concernés par le salaire minimum. Ceci étant, il y a une subtilité très importante. Ce qui compte, ce n'est pas le salaire minimum perçu par le salarié, mais le coût du travail payé au salaire minimum. Si bien que les économistes français qui ont travaillé sur la question sont presque unanimement favorables aux baisses de charges patronales au niveau du SMIC. Cela réduit le coût du travail au salaire minimum sans diminuer la rémunération des personnes concernées. Cette mesure est si efficace en termes d'emploi qu'il semblerait qu'elle ne coûte quasiment rien aux finances publiques. La diminution du chômage et donc des allocations chômage finançant quasiment la baisse de charges patronales. Venons-en au chômage volontaire et plus précisément aux allocations chômage. Les allocations chômage permettent d'éviter aux chômeurs qui ont perdu leur salaire de tomber dans la pauvreté. Mais elles ont un effet pervers. Elles découragent la recherche d'emploi. Il s'agit là d'un problème d'asymétrie d'information, puisque l'État n'observe pas l'intensité de recherche d'emploi des chômeurs. On parle d'effet d'aléa moral. Alors, quelle est l'importance de l'aléa moral? Eh bien, c'est une question empirique. Une manière d'y répondre est de chercher à quantifier quel est l'impact d'une augmentation de la durée d'indemnisation sur la durée du chômage. Mais pour répondre sérieusement à cette question, il va nous falloir exploiter une expérience naturelle avec un groupe de traitement et un groupe de contrôle. C'est précisément ce que vont nous permettre les données autrichiennes, où la législation stipule que les moins de 50 ans ont droit à 39 semaines d'indemnisation, tandis que les plus de 50 ans ont droit à 209 semaines d'indemnisation, soit presque 4 années. L'idée est que les Autrichiens de 49 ans et 11 mois sont en tout point comparables aux Autrichiens de 50 ans et 1 mois. La seule différence est que les premiers n'ont droit qu'à 39 semaines d'indemnisation, il s'agit de notre groupe de contrôle,
Et les seconds ont droit à 209 semaines d'indemnisation. C'est notre groupe de traitement. En comparant la durée des chômages de ces deux groupes, nous allons pouvoir identifier l'impact causal de la durée d'indemnisation sur la durée du chômage. Ce graphique donne la durée moyenne du chômage en fonction de l'âge des personnes concernées. Il montre clairement que les Autrichiens de moins de 50 ans ont une durée du chômage légèrement inférieure à 15 semaines, tandis que les plus de 50 ans ont une durée du chômage qui se rapproche de 30 semaines. Ce qui nous permet de conclure qu'une augmentation de la durée d'indemnisation de 39 à 209 semaines augmente la durée du chômage de 15 à 30 semaines. C'est un effet qui n'est pas massif, mais qui est statistiquement significatif. Si j'ai passé du temps sur cet exemple autrichien, c'est parce qu'il est représentatif de ce que sont devenues les sciences économiques depuis une trentaine d'années. Notre discipline est désormais une discipline très largement empirique, qui consiste à s'appuyer sur des stratégies d'identification intelligentes afin de regarder dans les données quelle est la réalité des comportements humains. Pour finir, abordons le sujet controversé de la protection de l'emploi. Il s'agit de mesures qui augmentent le coût du licenciement pour une entreprise, ce qui a deux effets. Cela diminue les destructions d'emplois, c'est l'objectif recherché, mais cela diminue également les créations d'emplois. Une entreprise hésitant à deux fois avant d'embaucher, sachant qu'elle ne pourra pas licencier en cas de coup dur. Quel est l'impact de la protection de l'emploi sur le chômage? Eh bien, tout dépend quel est l'effet qui domine. Les syndicats prétendent que c'est l'effet sur les destructions de l'emploi, si bien que la protection de l'emploi est un remède efficace contre le chômage. Le patronat affirme exactement l'inverse, prétendant que l'impact pervers en termes de création d'emplois domine. Que nous révèlent les études empiriques? Eh bien que les deux ont raison, et que la protection de l'emploi diminue très fortement et dans les mêmes proportions les créations et les destructions d'emplois, à tel point qu'il n'y a pas d'impact très net de la protection de l'emploi sur le taux de chômage. En revanche, ce que l'on observe très nettement, c'est que la protection de l'emploi diminue les flux d'allées et venues sur le marché du travail, ce qui augmente considérablement la durée du chômage. Aux États-Unis, où la protection de l'emploi est très faible, la durée moyenne du chômage est d'environ 4 mois. Là où en France, avec une protection de l'emploi beaucoup plus forte, la durée du chômage est de 13 mois. En d'autres termes, la protection de l'emploi sclérose le marché du travail. Pour conclure, nous avons vu différentes politiques sociales, le salaire minimum, les allocations chômage, la protection de l'emploi. Parfois, ces politiques sont efficaces. Parfois, elles ont des effets pervers qui les rendent contre-productives. Cela illustre ce principe très général en sciences économiques selon lequel on ne juge pas une politique économique en fonction de ses objectifs, mais en fonction de ses conséquences.